Mes chers amis, bien bonjour. Héros bien connu de la mythologie grecque, lié à plusieurs créatures comme Méduse ou les Grées, ainsi qu'au mythe d'Andromède, Persée est également considéré comme étant le fondateur de Mycène, la vie de Mycène. Mais également, on va le considérer bien plus tard comme l'un des aïeuls, pour pas dire l'aïeul principal, de l'un des héros les plus connus, les plus appréciés de la culture populaire, mais également de la mythologie grecque. Je parle bien évidemment du grand Hercule. Dans cet épisode, je vous propose justement de vous présenter Persée, qui est l'un des héros qui est le moins mis en avant de la mythologie grecque, mais que l'on connaît du moins de nom avec l'épisode de Méduse, mais également l'image, la signification et les représentations de Persée en tant que héros fondateur dans la société grecque justement de l'Antiquité. Dans la mythologie grecque, Persée est un héros d'origine argienne, fils du seigneur de l'Olympe Zeus et de la princesse Danaé. Le roi d'Argos, Acrisios, le père de Danaé et donc le grand-père de Persée, a été averti par un oracle comme quoi le fils qui naîtrait de sa fille, donc son petit-fils, finirait un jour par le tuer et à prendre sa place. Acrisios, prenant peur par cette nouvelle et donc la prenant très au sérieux, décide d'enfermer sa fille. Alors selon les versions, soit dans une tour, soit dans une chambre de bronze afin que personne ne s'approche d'elle. Zeus, séduit par la princesse et ému par sa condition, tombe fou amoureux de la jeune fille. Pour pouvoir, on va dire, conquérir cette nouvelle conquête, il parvint à s'introduire dans justement la prison de cette dernière en se transformant en puits d'or. Danaé tombe alors enceinte et malheureusement pour elle, elle ne peut pas cacher sa condition trop longtemps. Son père, Acrisios, furieux, décide de se débarrasser de sa fille et de l'enfant afin que la prophétie ne se réalise pas. Il les enferme alors dans un coffre en bois et il les jette à la mer pensant que la mer ferait son œuvre et qu'il finirait par mourir de faim et de soif. Avec les flots, le coffre parvient à arriver jusqu'à l'île de Sériphos où, alors selon les versions et selon les historiens qu'on va consulter, où l'enfant et la mère sont soit recueillis par un pêcheur, soit recueillis par le roi local. Donc ils sont sauvés, entre guillemets, il faut comprendre ça. Et durant plusieurs années, Danaé et Persée vont vivre paisiblement et le garçon gagne en force et en beauté, donc il grandit et il s'embellit, bien entendu. Par ailleurs, ce fameux fils, donc Persée, devenant un jeune homme, se montre de plus en plus protecteur avec sa mère, ce qui est totalement normal. Et malheureusement pour cette pauvre Danaé, le tyran justement de Sériphos, Polydectès, jette un peu son dévolu sur cette dernière et il souhaite l'épouser. Mais le fils protecteur de cette dernière n'est pas du même avis que ce fameux homme. Au cours d'un banquet organisé justement par ce fameux souverain, Persée, par orgueil et certainement par jeunesse aussi, peut-être avec un coup de trop dans le nez, on peut se l'imaginer très bien, se vante de pouvoir ramener la tête de la Gorgone, donc de Méduse. Polydectès, qui entend cette vantardise et qui n'est pas sourd, lui lance alors un pari. Si Persée parvient à ramener la tête de Méduse en restant vivant, il laisserait Danaé tranquille et donc il pourrait, on va dire, vivre avec sa mère tranquillement. En revanche, si Persée échoue dans sa mission, Polydectès pourrait épouser sa mère et Persée aurait le droit de ne rien dire. Dans cette mission, Persée va bénéficier de l'appui de plusieurs divinités, et notamment Hermès et d'Athéna. En effet, les deux divinités dirigent dans un premier temps Persée vers les Grées. Les Grées qui sont, rappelez-vous, les filles de Phorcys et Céto et sœurs des Gorgones, celles qu'on va appeler aussi les Phorcides également. Elles sont au nombre de 3 et elles se nomment Dinos, Enio et Pemphrédo. À elles trois, elles se partagent un œil et une dent. C'est la particularité un peu des Grées, c'est qu'elles se partagent justement ce fameux œil et cette fameuse dent. Les dieux orientent alors Persée afin que ce dernier aille jusqu'au Grée et qu'il obtienne les renseignements dont il a besoin, afin que ce dernier aille vers la deuxième étape de sa mission, qui est aller voir justement les nymphes, afin que celles-ci lui donnent l'équipement dont il a besoin. Pour convaincre les Grées de coopérer gentiment, Persée va subtiliser l'œil et la dent et leur promettre de leur rendre si elles consentent à lui donner les informations dont il a besoin. Bon gré, mal gré, sans mauvais jeu de mots, les Grées lui donnent l'information de l'emplacement où se trouvent justement ces fameuses nymphes, ce sont les nymphes du Styx, et Persée leur rend comme promis l'œil et la dent. Mais il existe une autre version de cette partie du mythe, tout du moins, et cette version nous est donnée par Échille, c'est qu'en fait Persée ne va pas tenir sa promesse. Il va jeter cette fameuse dent et ce fameux œil dans le lac Triton.
Donc, en fait, il va tout simplement berner les grès et ne pas tenir sa promesse tout simplement. Mais ça, c'est pas la version la plus connue, justement, cette partie du mythe de Persée. Quand Persée parvint jusqu'aux nymphes du Styx, ces dernières lui confient alors plusieurs éléments de son équipement, à savoir des sandales ailées, comme celles que porte Hermès, on peut se l'imaginer, le casque d'invisibilité d'Hadès, afin que celui-ci puisse rentrer justement dans le repère des Gorgones sans être inquiété, mais également une besace pour mettre la tête de Méduse, afin qu'il puisse la transporter plus facilement. Persée se voit également confier des armes de la part des dieux. En effet, Hermès va lui confier, alors selon les versions, soit une faucille, soit une serpe, donc peu importe, ça reste un objet tranchant, afin de pouvoir trancher la tête de Méduse. Et Athéna va lui faire, on va dire, le cadeau que nous connaissons le plus, ou du moins va lui confier l'arme que nous connaissons le plus, c'est-à-dire elle va lui confier un égide. Un égide, c'est un bouclier dans ce cas-ci, mais c'est un égide qui est extrêmement poli, de sorte à ce qu'on puisse se refléter dedans. Donc en fait, c'est un miroir d'une certaine façon. Et avec ces armes et cet équipement, Persée va donc se rendre au repère des Gorgones. Gorgones également qui sont au nombre de 3. Vous avez Sténo, Euryale et la fameuse Méduse, que l'on situait, alors selon les versions, les auteurs, que l'on situe aux confins du monde, on va dire bien au-delà de l'océan. On peut s'imaginer que c'était plutôt sur le continent africain. Concernant les descriptions des méduses, il existe bon nombre de descriptions qui sont passées au fil des siècles, au fil du temps. On retient assez facilement en fait un aspect plutôt reptilien, un peu repoussant, avec pour méduse un regard pétrificateur. Alors nous avions vu, si vous vous souvenez bien, quand nous avions abordé Méduse, les nombreuses représentations de Méduse avec des dents de sanglier, avec tout un tas de choses un peu qui faisaient paraître du grotesque. Donc on peut s'imaginer déjà dans les écrits grecs, c'était déjà le cas. On avait déjà un peu cet aspect un peu repoussant déjà présent. Quand Persée parvient au repère des sœurs Gorgones, il les trouve endormis. Il parvient à y pénétrer et en faisant très attention, bien entendu, de ne pas les réveiller, sinon ça allait être bien entendu sa fête, il parvient jusqu'à Méduse avec l'aide des sandales ailées qui lui ont été confiées et avec le bouclier d'Athéna, bien entendu, pour se protéger, comme un miroir, pour pas se faire pétrifier. Et prenant l'arme que Hermès lui a confiée, il tranche la tête de Méduse sans être inquiété plus que ça. Du sang de Méduse va naître 2 créatures, dont une que nous connaissons très bien. Il va naître le cheval ailé Pégase, ce fameux cheval ailé qu'on connaît tous, et le géant à l'épée d'or Chrysaor. Pégase et Chrysaor, en fait, ce sont le fruit, si vous vous souvenez bien, nous en avions encore une fois déjà parlé quand nous avions abordé Méduse, le fruit, en fait, de l'abus de Poséidon sur Méduse, pour ne pas dire le mot en commençant par un V. C'était la conséquence, en fait, de ça. Pour partir de cet endroit, il existe 2 versions, encore une fois. La première est que Persée a utilisé le casque d'invisibilité d'Hadès, et la seconde est celle qui est peut-être le plus mise en avant, et que Persée est monté sur le dos de Pégase afin de pouvoir s'enfuir du repère des Gorgones. Sur le chemin, donc on situe la région autour de l'Éthiopie, donc en Éthiopie, Persée aperçoit dans la mer une jeune fille enchaînée à un rocher et en proie à une créature marine. Et là, je vous donne dans le mille, vous avez bien compris, il s'agit d'Andromède, cette fameuse jeune fille qui a été donnée, on va dire, en sacrifice à une créature marine afin d'apaiser la colère des dieux. Andromède est la fille de Céphée, roi d'Éthiopie, et de Cassiopée, qui était une femme, on va dire, assez vaniteuse. Si Andromède s'est retrouvée dans cette situation, ce n'est pas pour le fun qu'elle s'est retrouvée là, c'est parce que sa mère, Cassiopée, a eu la bêtise en fait d'insulter les Néréides en disant que sa fille était plus belle que ces dernières. Donc, ça n'a bien entendu pas plu aux Néréides, vous imaginez bien, et ces dernières vont aller voir Poséidon demandant réparation de cet affront. Le dieu de l'océan prend alors la décision d'envoyer une créature marine. Alors ça va être selon les versions, ça va être un serpent ou ça va être d'autres créatures. Imaginez-vous une espèce, on va dire, de Léviathan pour ceux qui voient un petit peu, ou le serpent de Midgard. Si vous voulez avoir peut-être une représentation peut-être un petit peu imagée, on peut se l'imaginer un peu comme ça. Un serpent, on va dire, pour aller ravager l'Éthiopie. Pour apaiser la colère de Poséidon et pour apaiser tout le monde, en fait, pour éviter une grosse catastrophe, l'oracle Amon, donc Amon avec 2 M, explique alors qu'Andromède doit être sacrifié à la créature envoyée par Poséidon afin d'apaiser tout le monde et afin de contenter tout le monde. C'est pourquoi Andromède se retrouve dans cette situation quand Persée la trouve. Persée la libère de la créature et les 2 jeunes gens tombent amoureux. Parce que voilà, et ils décident tout simplement de se marier. Quand le couple arrive à Séryphos, donc l'île, on va dire, d'adoption de Persée, Persée montre à Polydectès qu'il a honoré ses engagements. Donc
donc il présente la tête de Méduse à Polydectès, et Persée, ayant honoré sa part du marché autour, on va dire, auprès du souverain, il a obtenu aussi la libération de sa mère, ou du moins à ce que sa mère ait une paix royale. Persée rend alors son équipement au dieu et il offre la tête de Méduse à Athéna. Si vous regardez certaines statues d'Athéna, vous allez souvent voir une espèce de tête qu'elle a sur le bras, sur un des bras. C'est justement la tête de Méduse. Après cela, Persée décide de se rendre à Argos. Je vous rappelle que Persée est d'origine argienne, donc c'est normal qui se rend à Argos, et c'est lors de cette visite que ce dernier, et c'est là un petit peu l'ironie de la chose, et c'est là que lors de cette visite, ce dernier va tuer de façon très involontaire son grand-père Acrisios lors de jeux. Dans une autre version donnée par Pausanias, Persée s'est rendu à Argos et il tue le dieu Dionysos en le noyant dans le lac de Lerne. Si Persée a noyé Dionysos et donc l'a tué, c'est pour pas que son culte s'impose justement à Argos. Donc il y a cette version-là, mais c'est une version qui est très peu connue et c'est une version qui est assez tardive. Mais à côté, on va dire, de cette version que l'on connaît moins, on sait que Persée, du moins dans les écrits qui nous est fournis, du moins dans les mythes qui nous est fournis, s'est dirigé d'abord à Tirinthe et il fonde par la suite Mycène. On verra tout à l'heure que Mycène en fait n'est pas la seule région, la seule ville que l'on attribue à Persée par rapport, on va dire, aux fondations de la ville. À côté de ces récits que l'on connaît tous plus ou moins, l'épisode avec Méduse, l'épisode avec Andromède, ça c'est des choses qu'on connaît déjà par la culture populaire. Il existe d'autres récits qui ont été rajoutés bien plus tard et qu'on attribue à Persée, et parmi eux, on peut aller chercher du côté d'Ovide, notamment dans ses fameuses métamorphoses, qui nous fournit un autre récit que l'on connaît assez mal, à savoir que au moment où Persée va quitter le repère des Gorgones, il va croiser sur son chemin Atlas. L'épisode entre Atlas et Persée n'est pas, on va dire, le plus connu, mais Ovide apporte justement un récit supplémentaire au mythe de Persée, ou du moins à l'aventure de Persée. Atlas, qui, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Atlas, c'est cette fameuse divinité, cette fameuse entité qui est condamnée par Zeus à porter, selon on va dire où on se positionne, soit le monde, la terre sur ses épaules, soit la voûte céleste sur ses épaules. Ça reste une divinité qui est condamnée à un châtiment, on va dire, assez lourd. Atlas, refusant l'hospitalité, Persée décide tout simplement, on va dire, de le punir ou de se venger. Ce dernier sort tout simplement la tête de Méduse et décide de le pétrifier, le transformant ainsi en pierre et donc en montagne. On peut se dire que c'est un peu l'origine du mont Atlas de nos jours, mais enfin, ça reste une histoire qui est quand même, enfin une histoire, un mythe qui est quand même beaucoup moins connu. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les mythes de Persée en fait font partie de ces mythes fondateurs, et ces fameuses, on va dire, mythes vont faire que on va retrouver également ce côté mythique dans la fondation de certaines villes, notamment en lien avec Persée. Je ne parle pas de Mycène, je vais parler d'autre chose, mais on retrouve cet aspect mythologique, cet aspect mythique dans la fondation des villes, parce qu'il faut un héros local, parce qu'il faut avoir, on va dire, une forme de prestige par rapport justement à la fondation de ces villes-là, notamment pour une question de puissance, pour une question de renommée, pour une question d'ancienneté. Persée n'est pas le seul en fait à avoir justement cette fameuse aura, on va dire mythique, cette fameuse aura de héros fondateur. Il y en aura d'autres après lui, il va y avoir Thésée, mais ce qui fait que Persée va s'inscrire en fait dans ces héros que l'on va relier à une région, à une fondation de ville particulière. Nous avons vu là, il y a Mycène, mais il y a aussi autre chose qui vient, dont on va parler juste après, et c'est ce qui fait que Persée va s'inscrire justement dans ces fameux héros fondateurs. Comme nous venons de le voir, le mythe de Persée est composé de plusieurs épisodes dont le noyau central est le mythe avec Méduse. Le reste des histoires que nous avons évoquées est considéré plus comme des mythes indépendants, voire des mythes plutôt secondaires. Toutefois, à l'époque antique, l'histoire de Persée n'est pas connue au même titre, on va dire, que celui de Thésée, dans le sens où Persée n'est pas un héros athénien, mais argien. Donc, vraiment pas, on va dire, dans le même genre de rayonnement que Thésée. Par conséquent, la connaissance du mythe de Persée est connue de façon beaucoup plus locale, donc dans la région argolide qui englobe les villes de Mycène, de Argos et de Tirinthe, ou villes dans lesquelles Persée a circulé. Mais, comme je vous le dis, il n'est pas connu, on va dire, aussi bien que le mythe de Thésée, puisque Persée n'est pas athénien, donc son histoire, on va dire, est connue que de certaines personnes, et notamment des Athéniens, parce que même s'il n'est pas athénien, les Athéniens les plus cultivés ont quand même une connaissance, on va dire, de l'histoire de Persée, mais c'est principalement le
mythe de Méduse, ou du moins l'histoire autour de Méduse, et qui est le plus connu, enfin qui est le plus mis en avant, mais tout ce qui est autour de son enfance, c'est connu sans être connu, c'est un peu secondaire. Mais toutefois, les auteurs et les historiens grecs connaissent ces événements, mais comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des événements secondaires, voire indépendants. Pourquoi je vous reparle justement de ça ? Et vous allez me dire, mais on l'a vu dans la première partie, c'est parce qu'en fait, ces mythes-là vont se rattacher à un autre type de mythe qui est en lien justement avec la fondation de certaines villes de la région argolide, et nous allons le voir juste dans quelques instants. En effet, les érudits grecs connaissent, comme je vous l'ai dit, le mythe de Persée, mais plutôt comme étant Persée le futur roi d'Argos et le fondateur de Mycène, tout en ayant, on va dire, contribué à l'embellissement de façon générale de la région argolide. En tant que roi, on va dire roi d'Argos et roi, on va dire, un peu de cette région-là, mais surtout d'Argos, les auteurs grecs le décrivent comme un héros argien, bien entendu, mais un héros sage, un roi sage et pieux, ayant par contre refusé de prendre la succession de son grand-père Acrisios, car il avait causé la mort de ce dernier. Donc on voit quand même que Persée, parce que les auteurs nous transmettent, est quand même un héros qui a une forme d'humilité, qui a une forme de crédulité, et qui n'a pas voulu prendre la place d'un homme dont il est, on va dire, l'assassin involontaire. Et donc on voit que c'est un héros qui est quand même plein de vertus, comme beaucoup de héros justement de l'Antiquité grecque, et dont les auteurs vont chanter les louanges. Ce caractère un peu humble et peut-être un peu on va dire crédule et sage et aussi pieux se voit également quand ce dernier va rendre les honneurs à Dionysos, alors que ce dernier, nous l'avons vu dans la partie précédente, il est à l'origine de sa mort. Après, il y a des variantes autour de l'affrontement entre Persée et Dionysos, mais nous le verrons quand nous traiterons de Dionysos au moment venu. Il est également considéré comme un roi bâtisseur, comme beaucoup d'autres rois dans d'autres cités grecques et dans d'autres régions, on va dire, de la Grèce, parce que justement c'est un signe de puissance, c'est un signe comme quoi le roi en place fait que il veut enrichir sa région pour qu'elle soit la plus puissante possible et surtout qu'elle ait un rayonnement plus important. Mais ce côté roi bâtisseur, on va lui attribuer encore une fois un aspect mythique, car les auteurs et les historiens grecs vont mettre en avant un aspect, comme je vous dis, mythique dans la construction de fortifications, notamment de forteresses en Argos et à Mycène, mais ces constructions vont avoir une petite particularité puisqu'on va les attribuer à des cyclopes. Oui, vous avez bien entendu, à des cyclopes et non pas à des ouvriers du bâtiment, parce que pour beaucoup d'auteurs grecs, les forteresses érigées à Argos et à Mycène et à Tyrinte aussi ne peuvent pas être l'œuvre d'humains, mais l'œuvre de créatures avec des capacités quasi surhumaines. Ces constructions, comme je vous dis, sont attribuées aux cyclopes, mais ce sont des cyclopes très particuliers, nous allons le voir. Si dans l'Odyssée d'Homère, on nous donne un peu une image assez violente, assez simplette, un peu du cyclope avec l'image de Polyphène, car je rappelle que Polyphène est un cyclope, mais c'est un cyclope qui est un berger, mais qu'on va un peu décrire comme une espèce un peu de simplet ambulant, mais avec un caractère violent, néanmoins. Dans le mythe de Persée, ou du moins dans les histoires qu'on va rattacher à Persée, on va donner une espèce de noblesse aux cyclopes, dans le sens où on ne va pas en faire des simplets, mais des ouvriers avec un savoir-faire particulier, dans le sens où les cyclopes, dans ce cas-là, vont acquérir une compétence de bâtisseur, une compétence de constructeur, et c'est pour cela que les constructions dans cette région, dans la région d'Argolide, vont être qualifiées de constructions, on va dire, cyclopéennes. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre les cyclopes et justement ces bâtiments? Mais comme je vous l'ai dit, pour les auteurs grecs et les historiens de l'époque, il est quasi impossible que ces forteresses soient l'œuvre des humains, mais l'œuvre de créatures plus puissantes que des humains. Cela montre que l'on veut quand même attribuer à cette région des origines, on va dire, assez particulières et surtout des origines de puissance, puisque si on prend l'exemple d'Athènes que l'on attribue, on va dire, à Athéna, que l'on attribue en fait, où l'origine d'Athènes est rattachée à Athéna et en héros il va y avoir Thésée, dans la région d'Argolide, certes il va y avoir Persée comme roi d'Argos, de fondateur de Mycène et compagnie, mais on va attribuer justement à cette cité un caractère
caractère encore plus fort puisqu'on va attribuer les constructions massives de la cité à des créatures avec une force surhumaine, des créatures qui sont à la fois craintes et à la fois admirées, si on peut dire ça ainsi. Donc on voit quand même que les auteurs veulent mettre en avant un aspect mythique pour peut-être s'égaliser ou se mettre au même niveau que d'autres cités grecques. On peut y voir une interprétation ainsi. Par rapport justement à ces cyclopes, puisqu'on va rester un peu dans ce que les auteurs et les historiens grecs nous fournissent, alors il est bien évident que cela prend certaines tournures au fil des siècles, mais si on se réfère un peu à la vision globale de la chose, l'épisode de la venue des cyclopes en Argolide, donc en Grèce, est lié notamment au retour de Persée justement dans cette région-là. Pour les auteurs, il s'agit de la troisième phase, d'une certaine manière, du mythe de Persée, qui aurait fait une halte au pays des Cyclopes, que l'on décrit à ce moment-là comme des bons ouvriers et résidant en Asie mineure. En Asie mineure, vraiment très en dehors de la Grèce. Toutefois, certains auteurs bien plus tardifs pensent que les cyclopes bâtisseurs, puisqu'il y a 3 catégories de cyclopes selon certains auteurs, sont d'origine de Corétis, dont les cyclopes étaient connus pour leur qualité de bâtisseurs ou pour leur capacité manuelle. Alors il va bien être évident que on va essayer de faire en sorte de donner un caractère plus aux cyclopes au fil du temps, mais comme je vous l'ai dit, et ça peut paraître très absurde, pour beaucoup d'auteurs et beaucoup d'historiens grecs, on va dire, il est évident que les constructions en grosses pierres d'Argolide, de la région d'Argolide, de certaines cités d'Argolide, ne peuvent pas être l'œuvre d'humains. Gardez bien ça à l'esprit pour bien comprendre pourquoi, en fait, on pense que ce sont des cyclopes. Si on se réfère toujours à cette troisième phase du mythe de Persée, quand Persée revient à Séryphos et qu'il donne la tête de Méduse, et comme nous l'avons vu, ce dernier est rentré avec ses fameux cyclopes, et quand il repart pour Argos et pour toute cette région-là, il emporte avec lui, bien entendu, ses fameux cyclopes, mais également sa mère Danaé et son épouse Andromède. Quand il fait une hâte vers Argos, il laisse tout le monde sur place, tout ce petit monde sur place, et c'est là que les cyclopes, sous les ordres de Persée, vont commencer à construire des forteresses à Argos, et ces forteresses sont considérées comme étant des forteresses massives. Après Argos, Persée décide alors de partir à la recherche de son grand-père dont on sait qui bien plus tard, il va être à l'origine du décès, mais ces cyclopes, en fait, il est bien évident que ces cyclopes, en fait, sont des images, on va dire, des façons peut-être de qualifier des ouvriers très compétents dans le domaine de la construction et qui sont peut-être dotés d'une forme d'ingénierie qui était peut-être quelque chose d'innovant de l'époque, mais peut-être pour des questions métaphoriques, ils ont attribué ça à des cyclopes. Il y a tout un tas d'interprétations qu'on pourrait faire autour de ça. Pour l'historien du 5e siècle Hélanikos, il existe 3 types de cyclopes. On y vient. Il y a les cyclopes bâtisseurs dont on parle là maintenant, ceux à qui on attribue tout ce qui est construction de Mycènes, tout ce qui est forteresse de Targos, Polyphème et ses compagnons, Polyphème de l'Odyssée, donc berger, et on a également les cyclopes qui sont considérés comme des dieux. Rappelez-vous, quand nous avions abordé Gaïa a mis au monde 3 cyclopes. Donc cela prouve qu'il existe pour certains historiens et dans la mythologie grecque plusieurs types de cyclopes qu'il ne faut pas mélanger ensemble. Donc cela montre un caractère, on va dire, assez presque extraordinaire de ces créatures. Concernant les cyclopes bâtisseurs, Euripide utilise plutôt le terme de cyclopéenne pour qualifier justement les cités que l'on attribue aux constructions de ces derniers. Iphigénie, lui, va carrément les qualifier de foyers des cyclopes. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ce que je viens de vous raconter, c'est que Persée, oui, peut être considéré comme un héros fondateur dans le sens où les constructions qui ont été faites dans cette région sont, selon les historiens et les auteurs grecs, ont été créées sous son ordre, on va dire, son œuvre en quelque sorte. Et pour cela, pour justifier une telle, on va dire, de telles constructions, on va attribuer ça à des créatures mythologiques, des créatures qui sont craintes et en même temps qu'on va admirer, mais
comprenons une chose quand on aborde ce genre de choses, c'est qu'en fait, ces fameux cyclopes qu'on a fait venir d'Asie mineure ou d'autres régions, en réalité, on peut y voir aussi une métaphore d'ouvriers qualifiés dans le bâtiment que Persée ou d'autres dirigeants sont allés chercher à l'extérieur de Grèce et qu'ils ont fait venir en Grèce et qui ont mis leur savoir à contribution dans justement ces fameuses constructions. Donc partez du principe que oui, Persée est un héros fondateur de façon générale de la région argolide, ou plutôt de certaines cités d'argolites, ou de la mise en avant de certaines cités d'argolites, et que ces fameuses constructions que lui on attribue, c'est en réalité des constructions qu'on peut attribuer à des ouvriers qualifiés venant de l'extérieur de Grèce, et qui ont fait que cela a contribué à donner une certaine puissance également à cette région. Pourquoi on donne un aspect mythologique? Mais probablement pour se mettre, peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse, au même rang que certaines cités grecques comme Athènes ou comme Sparte, qui on attribue de la création soit par des dieux, soit par autre chose. Donc, quelque part, il y a une volonté peut-être des argolides de l'époque, des gens qui vivent justement dans cette région, de vouloir se mettre à la même hauteur que justement les citoyens d'Athènes ou d'ailleurs, avec un héros fondateur Persée, certes dont la réputation reste une réputation locale, mais qui a le mérite d'être connu en dehors de la région par des érudits, peut-être pas par le petit peuple, mais du moins par les érudits. Donc Persée a un caractère un petit peu ambigu justement dans son rôle de héros fondateur, mais c'est un rôle qu'on lui attribue fortement à partir de ce moment-là. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le mythe de Persée n'est pas forcément le mythe le plus connu de façon générale dans l'Antiquité grecque. Certes, on connaît Persée et Méduse, enfin du moins l'exploit de Persée par rapport au repère de Méduse, mais ça sera dans ce cas-ci un aspect plutôt de rite initiatique. Dans ce cas-là, le fait que Persée parte à la quête de la tête de Méduse montre que c'est plutôt cet aspect-là qui va être retenu du mythe, à savoir le fait que Persée passe d'un âge, on va dire de l'âge adolescent, de l'âge peut-être fougueux, à un héros beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, justement à son retour du repère de la Gorgone. Donc en fait, c'est tout l'aspect rite initiatique, rite de passage qui va être le plus connu justement du mythe de Persée, et les épisodes autour de son enfance, autour aussi du rôle qu'il a connu avec Andromède et tout, c'est pas forcément, on va dire, ce qui va être mis en avant, le plus reconnu. Toutefois, ça reste des aspects qui font partie justement de ce héros-là. L'autre aspect que l'on connaît moins, c'est bien entendu l'aspect héros fondateur de la région argolide. Alors j'englobe en fait un peu volontairement cette notion parce que Persée a été roi d'Argos, il a fondé Mycène, il a également contribué à certaines choses à Tyrinthe. Donc on peut dire que Persée est le fondateur peut-être quasi de l'ensemble ou du moins des plus grosses places fortes de la région argolide. Le fait qu'on attribue, et nous l'avons vu, un aspect mythique aux constructions massives en pierre des forteresses d'Argos et de Mycène montre que on veut que Persée soit au même rang, ou du moins c'est peut-être aussi du moins ce que les auteurs grecs qui ont justement écrit sur Persée ont peut-être voulu faire. On a voulu peut-être faire en sorte que Persée soit un peu au même rang que certains grands héros comme Thésée par exemple à Athènes ou comme d'autres. On a peut-être voulu faire en sorte que chaque région ou du moins chaque cité ait son héros fondateur et du coup ait autant de prestige ou plus ou moins de prestige que Athènes. Il ne faut pas oublier que Athènes est la tête de proue de l'entité grecque, que c'est la cité où les citoyens ont un certain pouvoir, que l'ordre est mis en place, et la région argolide est une région qui est assez vaste et on peut se dire qu'on a voulu justement que Persée soit un peu le porte-drapeau de cette région et du coup que l'épisode de la Méduse est peut-être certes l'épisode qu'on connaît le plus sur lui, mais que les constructions qu'on attribue à ces fameux cyclopes, je mets le mot cyclope entre guillemets parce que on pourrait y voir, et je vous le dis très clairement et je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut y voir quand même tout des constructions d'ouvriers qualifiés qu'on est allé chercher à l'extérieur de Grèce afin justement que ces derniers mettent leur savoir-faire au service de ces cités. Donc il y a
avec bien entendu le commerce, l'immigration et tout ça, il y a forcément des influences, et ça c'est très clairement, l'archéologie le prouve un peu tous les jours. Il y a toujours, quand il y a des circulations comme ça d'une région à une autre, il y a toujours des savoir-faire qui peuvent se retrouver dans certains monuments ou ailleurs, et c'est ce qui fait que les régions s'enrichissent de plus en plus. Donc c'est pour ça que quand vous voyez que Argos ou que Mycène est des cités cyclopéennes, partez du principe que oui, on a voulu attribuer ça à des créatures extraordinaires comme les cyclopes, et là on donne des lettres de noblesse aux cyclopes, donc on est au level au-dessus de Polyphène, mais au level en dessous des enfants de Gaïa. En fait, les cyclopes bâtisseurs, si on voulait, on va dire, faire une analyse un petit peu aléatoire de ça, les cyclopes pourraient être l'entre-deux. Donc on voit quand même, enfin les cyclopes bâtisseurs pourraient être l'entre-deux. Donc on voit qu'on cherche quand même à attribuer des origines un peu originales à ces constructions, et ces constructions qui certainement sont des constructions qu'on admire mais qu'on craint également. Cela reste que mes hypothèses, mais ce sont probablement des hypothèses qu'on pourrait très certainement vérifier en faisant des recherches poussées en archéologie ou ailleurs par rapport à ce thème-là. J'espère que ce premier podcast de la saison 2023-2024 vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des choses sur Persée en dehors de l'épisode 10. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.